Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Marie-Hénaud Bertrand, donc je suis DGA, directrice générale adjointe des services de la région en charge des entreprises. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir tous sur le stand de la région Île-de-France, ce stand de l'innovation. C'est vrai que pour la région, l'innovation, je ne vais pas vous faire toute la liste des atouts de la région en matière d'innovation. Et on soutient fortement ce formidable élan entrepreneurial pour notre région. On le fait au travers notamment d'aides financières, dont certains, je pense ici, ont pu bénéficier. Je rappelle simplement l'aide InnovUp, qui est une aide qui va jusqu'à 500 000 € en subvention et jusqu'à 3 millions d'euros en avance remboursable, et qui permet de soutenir l'innovation à tous ces stades, que ce soit au niveau de l'étude de faisabilité, de l'expérimentation, de la preuve de concept et avant l'industrialisation ou la mise sur le marché. Donc n'hésitez pas à évidemment solliciter cette aide. Alors, l'innovation, c'est un élément très fort de la stratégie économique de la région, mais c'est vrai qu'on ne soutient pas l'innovation pour l'innovation. On soutient l'innovation quand elle vise finalement d'une certaine façon le progrès humain. Donc quand il y a une finalité qui permet de résoudre les grands enjeux, les grands défis pour l'Île-de-France. Je vous donne quelques exemples. Il y a évidemment la santé, il y a la souveraineté économique, donc tous les enjeux autour de la cybersécurité. Il y a l'enjeu écologique, évidemment. Et puis, il y a ce grand défi pour l'Île-de-France qui est celui de l'inclusion et de la lutte contre toutes les exclusions. Donc, je suis vraiment ravie qu'on ait cette table ronde cet après-midi parce que justement, le handicap fait partie de ces défis dont on espère que l'innovation concourt à résoudre. C'est une grande cause régionale. La région investit beaucoup chaque année pour l'accessibilité des gares, pour l'accessibilité des lycées auprès de 4000 lycéens qui sont handicapés. Sur l'accessibilité des bases de loisirs, des équipements culturels et évidemment en matière de développement économique, un soutien apporté aux start-up qui concourent par leurs solutions à résoudre les défis Et c'est vrai que sans des innovations qui seront présentées cet après-midi, beaucoup de personnes handicapées se trouveraient assignées à résidence finalement et les exemples qui vont être montrés dans cette table ronde prouvent qu'on peut conjuguer innovation et inclusion. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi c'est Maxime Loubard, je suis un des cofondateurs de la start-up Wise et c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette table ronde. Donc très brièvement, c'est une paire de lunettes connectées pour les personnes paralysées qui ne peuvent plus du tout communiquer. Ça va leur permettre de retrouver la communication grâce aux yeux. Présentation faite pour moi, je vais laisser chacun se présenter et ensuite on va commencer les questions et les interactions entre nous. Noé ? Présentation express comme... Présentation en 30 secondes, ce que vous faites, qui tu es. Ça marche. Donc Noé Vino, je suis cofondateur de Omni et notre objectif c'est de favoriser l'autonomie de 500 000 personnes à mobilité réduite d'ici 2025. Et pour ça, on a créé une première solution qui est une fixation qui permet d'utiliser les trottinettes électriques en fauteuil roulant, ce qui permet de se déplacer facilement à un coût 5 fois plus faible que les motorisations existantes. Ok. Bonjour, Emmanuel Gutmann, donc je suis le directeur général de StreetLab, qui est un spin-off de l'Institut de la Vision. Et donc StreetLab développe des outils pour faire de l'évaluation du bénéfice thérapeutique et pour voir comment les traitements ou les aides techniques peuvent être adaptés à cette population cible, qui sont des personnes qui ont des maladies de déficience visuelle qui mènent à la cécité, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome ou d'autres rétinites pigmentaires. Bonjour, je m'appelle Grégoire Decaux, je suis le fondateur d'Inspirience, qui est une agence de communication événementielle et une entreprise adaptée. Et donc notre ADN, nous, il est lié à l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de la communication. Et voilà. Bonjour, je suis William Debureau, directeur des opérations chez Défi. Défi, c'est une entreprise
qui a pour objectif de rendre accessibles les services clients aux sourds et malentendants et en même temps de pouvoir embaucher des salariés sourds qui puissent devenir des experts de la relation client et traiter les demandes en direct de tous les usagers sourds et malentendants. Merci beaucoup pour les présentations. Donc on voit effectivement qu'il y a une corrélation entre l'inclusion et le handicap dès lors où on parle d'innovation de certains projets, que ce soit des innovations techniques ou même lorsqu'on insère les personnes directement au travail, les personnes en situation de handicap dans le travail. Première question s'adresse à Noé, donc cofondateur d'Omni. La question est de savoir comment on fait concrètement lorsqu'on a une idée en tête pour proposer une innovation qui soit à la fois pertinente et fiable pour compenser un handicap et pour aller finalement plus loin que la compensation du handicap, pour inclure 500 000 personnes au travers de leur mobilité. Nous, la démarche qu'on a eue, c'était déjà de ne pas commencer avec une idée en tête, justement, mais de plutôt se laisser surprendre par les besoins qu'on comprenait des utilisateurs, parce que moi-même, je ne suis pas utilisateur, donc j'ai commencé en passant 2 semaines en fauteuil roulant, en m'attachant les jambes pour comprendre ce que c'était un peu plus que de vivre en fauteuil roulant. Et après, j'ai rencontré une 50aine de personnes en fauteuil roulant que j'ai interviewées sur des durées de 2 à 5 heures, donc assez long, et que j'ai observé sur leur chemin quotidien pour regarder quelles étaient leurs envies, etc. Et en fait, c'est grâce à ce qu'ils m'ont dit qu'on a pensé à une première solution qui était très mauvaise. Une deuxième, on a proposé 15 comme ça, et au bout d'un moment, on est arrivé sur la solution qu'on a aujourd'hui, après, avec beaucoup d'itérations et beaucoup de travail d'ingénieur plutôt à la fin pour le faire. Quand on arrive à ça et qu'on se rend compte qu'effectivement, on doit interroger les principaux concernés pour mieux visualiser son idée, mais d'où est-ce qu'elle vient l'idée de base? Comment on en est venu à proposer cette solution? On a fait ces 15 itérations, elles avaient toutes des avantages, des inconvénients, et on s'est rendu compte que au-delà de l'envie d'aller d'un point A à un point B, la vraie envie des utilisateurs, c'était d'être mieux inclus socialement et d'avoir accès à la même chose que tout le monde. De ne pas avoir accès à quelque chose qui les met encore dans une catégorie à part, mais plutôt d'accéder à quelque chose de grand public. Et aussi, ils vivaient une vraie injustice du coût des solutions qui existaient, qui étaient extrêmement chères. Donc motoriser son fauteuil roulant, par exemple, ça coûte 5 000 € pour des personnes qui ont souvent des revenus assez faibles pour une partie d'entre eux. Et donc les trottinettes électriques, ça permettait à la fois de réduire le coût et en même temps d'accéder à quelque chose de grand public qui donne envie, qui est sexy, qui est à la mode. Qui est à la mode, et d'ailleurs il y avait eu un crowdfunding, il me semble, pour proposer en précommande les fixations qui avaient merveilleusement bien marché, et c'est ce qui permet aujourd'hui à des personnes d'utiliser déjà Omni. Il y a déjà des utilisateurs et j'imagine que vous êtes sur une version améliorée pour les prochains temps. Tout à fait, on a livré 150 personnes il y a 2 mois, on est très contents. On est très contents parce qu'ils sont très contents et que ça c'était... Et effectivement, on a fait un crowdfunding qui a bien fonctionné, qui nous a permis de nous financer. On a été financé aussi par la région. Effectivement, on a bénéficié d'une aide InnovUp de la région qui nous a permis de nous développer. Et maintenant l'objectif c'est de passer de 150 à 500 000. On a des ambitions. En combien de temps? Combien? En combien de temps vous pensez que... D'ici 2025. Super, belle ambition. Alors justement, on parlait de la co-conception et du fait de mettre les principaux concernés au cœur des évaluations et de l'innovation. Quels sont les bienfaits de cette démarche-là, d'après vous, de presque de co-développement? Donc le co-développement est nécessaire pour comprendre vraiment les besoins de l'utilisateur et d'être au plus près de ce que ressent le déficient visuel et d'adapter le produit à son vécu dans la vie réelle. Et en fait, les tests de nouvelle génération, qu'on appelle des tests de vision fonctionnelle, permettent vraiment de se mettre dans des conditions de vie réelles, que ce soit des tests liés à la mobilité, liés à la conduite, liés à la vie dans l'habitat, et de voir si ces solutions vont permettre de garder de l'autonomie. Voilà. Alors que quand on est sur les tests classiques, on va dire d'acuité visuelle, de contraste, en aucun cas ces tests permettent de conclure que cette personne pourra vivre dans une société inclusive. Donc c'est vraiment le but de cette démarche-là. Et donc à l'Institut de la Vision, les projets qui ont du coup une idée, un peu comme on pourrait avoir Noé et moi, viennent vous voir, vous proposent une idée, une itération, vous la voyez, j'imagine que vous faites une critique constructive, ensuite vous amenez tout de suite des personnes qui pourraient être directement concernées. Alors, comment ça se passe dans la démarche? Alors il y a plusieurs types de projets. Par exemple, dans l'industrie du médicament, où il y a eu beaucoup de communication là, sur l'optogénétique régulièrement, on vient nous voir en disant on va lancer une étude clinique avec une nouvelle génération de médicaments. Les tests qui sont sur le marché ne marchent pas, ne permettent pas de démontrer un bénéfice patient. Donc ils nous demandent de développer des tests avec eux pour évaluer le bénéfice thérapeutique.
Donc c'est vraiment là la plus-value de votre démarche. Exactement. Et est-ce que vous avez d'autres services que vous proposez justement aux entreprises au niveau des... Oui, donc on a 4 plateformes qui vont du simulateur de conduite à la salle de réalité virtuelle. Et on développe aussi des outils de rééducation orthoptique parce qu'on s'aperçoit que dans ces nouvelles générations de traitements, le traitement ne guérit pas en fait. Donc en fait, c'est post-traitement, il faut rééduquer le patient avec des exercices très réguliers. Donc on essaie de développer des méthodes qui peuvent être utilisées à domicile. Merci beaucoup Emmanuel. Quand justement on a réussi à compenser un petit peu le handicap et amener les personnes à pouvoir retrouver une vie sociale, pouvoir se déplacer, etc. L'idée ensuite c'est peut-être de leur permettre de faire corps avec la société, et notamment en retrouvant un emploi. C'est exactement ce que vous faites William et Grégoire, c'est-à-dire que vous avez des entreprises adaptées. Est-ce que déjà Grégoire vous pouvez pour tout le monde nous réexpliquer ce qu'est une entreprise adaptée s'il vous plaît? C'est une entreprise comme les autres et en même temps différente. Comme les autres parce qu'on a une activité, on crée des événements pour des entreprises ou des collectivités, voilà, sur tous les sujets de la RSE aujourd'hui. Donc on crée des événements sur le handicap, la diversité, l'inclusion, l'égalité pro, voilà, tous ces sujets-là. Et puis donc on a des objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité comme toute entreprise. Et à côté de ça, ou en plus, on a un engagement, entreprise adaptée, on a un contrat avec l'État, on a une obligation d'emploi, voilà, pour faire simple, de minimum 55% de personnes en situation de handicap dans le staff de l'agence en permanent. Et donc voilà, les deux particularités fait qu'on est différent et en même temps on apporte un vrai plus pour l'insertion dans le monde du travail des personnes handicapées. Et comment se passe finalement l'intégration d'une personne en situation de handicap dans le milieu professionnel? Est-ce qu'il y a un accompagnement un peu plus précis? Comment on fait? Oui, il y a une vraie logique de parcours professionnel. Voilà, moi je trouve moi qui ai travaillé dans d'autres agences qui n'étaient pas entreprises adaptées, je pense qu'on redécouvre un peu la relation humaine, les ressources humaines, voilà, puisqu'on est obligé de bien qualifier le job qu'on va offrir. On est obligé de bien voir la corrélation entre la personne qu'on va recruter et notre capacité à nous adapter à son handicap. Parce qu'une entreprise adaptée, c'est pas une personne handicapée qui va s'adapter, mais c'est bien l'inverse. Et donc c'est ça le projet, voilà. Et puis d'essayer d'aller le plus loin possible pour que cette personne, on ait toutes ses compétences et qu'elle puisse, advenir à ses besoins, gérer sa carrière et puis peut-être aller un jour dans une autre entreprise que la nôtre qui ne sera pas une autre entreprise adaptée, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une forme de résilience qu'on comprend dans une entreprise adaptée pour la personne. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez dans la vôtre, William? Oui, tout à fait. C'est une entreprise adaptée, comme le dit Grégoire, il faut qu'elle fonctionne comme une entreprise traditionnelle. Pourquoi? Parce que c'est important pour les salariés, au-delà de leurs différences, ils arrivent avec un handicap, on essaie de leur adresser tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent avoir toutes les clés pour réussir. Mais à partir de là, à partir du moment où toute l'adaptabilité est mise en place, il ne reste plus qu'à leur dire maintenant vous avez les clés pour réussir. À partir du moment où on a mis ça en place, on peut faire le fonctionnement habituel. L'intégration est très importante parce que pour plusieurs types de personnes en situation de handicap, ils ont eu des parcours personnels difficiles, scolaires difficiles, professionnels parfois difficiles. Et il faut qu'ils retrouvent confiance en eux. Ça, c'est la première chose à faire. À partir du moment où ils ont confiance en eux et qu'on leur donne les clés, ils n'ont plus qu'à réussir et pouvoir grandir professionnellement. Nous, on a quand même un mot d'ordre dans l'entreprise, c'est de dire on valorise les compétences et pas la différence. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes chances. Mais il faut qu'on donne les clés. Si on ne donne pas les clés, ça devient difficile. Et nous, dans notre entreprise, on a majoritairement des personnes sourdes ou malentendantes. Le handicap, on parle davantage d'un handicap de communication. À partir du moment où on remet la communication au centre des échanges et de la progression, après, tout le monde peut progresser. On a beaucoup de managers en situation de handicap parce qu'on leur a donné tous les moyens et pour la plupart, ils les ont saisis. D'accord. Et justement, par rapport à toutes ces personnes-là, donc on voit qu'il y a une forme d'accueil un peu dans l'insertion professionnelle qui a augmenté. On sait que les entreprises, c'est généralement 6%, je crois, le seuil minimal. Vous êtes à 55%. C'est des personnes qui sont 2 fois plus touchées par le chômage que les personnes, disons, valides. Est-ce que, par exemple, pendant la crise sanitaire qui a été une grosse problématique globale, qui a touché du coup toutes les entreprises, dont les entreprises adaptées, est-ce que ça a été encore plus compliqué à vos yeux pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel? Alors, dans notre situation, pour beaucoup d'entreprises, ça a été difficile. Nous on travaille dans le service client. À l'inverse, on est chanceux de travailler dans le service client puisque c'était une activité où on a eu un boom des contacts. Puisque tout ce qui se faisait en présentiel
a dû se faire à distance. Donc on a dû, nous, par contre, embaucher. Donc on a pu pouvoir proposer à plusieurs personnes de pouvoir rejoindre notre entreprise, de pouvoir travailler à distance, bien évidemment. On propose toujours aussi de pouvoir travailler chez nous. Ça, c'est très important en termes de relations, puisque travailler chez soi, c'est vraiment sur la partie, on va dire, vraiment très opérationnelle. Mais dans le cas de la surdité, pour nos salariés, dans les entreprises, ont souvent eu ce défaut en fait, de pouvoir échanger avec tout le monde. Donc quand on parle de machine à café, c'est très important. Donc on les a recueillis chez nous aussi pour qu'ils puissent avancer et travailler là-dessus. Mais nous, on a été vraiment, on a pu créer de l'emploi. On a grandi de 20% cette année, hein, quand beaucoup d'entreprises ont eu du mal. On est dans un secteur porteur. On a eu beaucoup d'opportunités, notamment avec la région Île-de-France, puisque je vous parle beaucoup de sourds, mais on a aussi lancé une nouvelle activité en 2020, donc en pleine crise, qui s'appelle Descript, qui est de pouvoir proposer du service client à l'écrit pour tout type. Là, c'est pas réservé aux sourds, c'est pour tout le monde, mais par des travailleurs en situation de handicap. On a lancé notre première activité avec la région Île-de-France pour répondre aux besoins, aux questions sur les dispositifs de la région Île-de-France. Merci. On va continuer juste sur ce sujet-là. Noé, au niveau de l'innovation, est-ce que dans des périodes de crise comme celle de crise sanitaire, est-ce que l'innovation est ralentie ou est-ce qu'au contraire cette contrainte devient finalement un accélérateur pour d'autres choses? Est-ce qu'on ne visualise pas finalement l'innovation d'une autre manière, on donne du temps à d'autres tâches, etc. Je vais juste donner un exemple, peut-être pour étayer. Chez Wise, on avait besoin d'aller voir des patients. Pendant la crise sanitaire, c'était beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça nous a permis de nous focaliser sur une autre partie de notre technologie qui était plutôt l'intelligence algorithmique. Ce sont des choses qu'on s'est toujours dit, il faudrait peut-être creuser un jour par là-bas. On n'était pas focalisé dessus et à partir de là, on s'est dit, tiens, on va utiliser ce temps qu'on a pour ça et ça nous a amené à avoir aujourd'hui un dispositif encore plus fiable. Est-ce que ça a apporté quelque chose finalement du positif, disons, cette étape-là? Alors, effectivement, ça nous a ralenti à plusieurs niveaux, au niveau industriel et encore aujourd'hui avec les problèmes qu'il y a sur certaines matières premières, mais ce que ça nous a apporté de positif, c'est ça nous a obligés à vendre à distance. Et en fait, on se reposait sur des événements et de la vente assez classique dans des boutiques. Et le fait d'avoir complètement coupé comme ça du jour au lendemain cette possibilité-là, ça nous a obligés à proposer une expérience qui est différente, mais suffisamment bonne aux personnes intéressées à distance, avec des visios, avec tout un tas de choses qu'on a mis en place pour leur permettre en fait de se réussir à avoir l'impression qu'ils ont suffisamment testé la solution et savoir s'ils sont capables de l'utiliser ou au contraire est-ce que c'est pas une bonne solution pour eux sans qu'ils bougent de chez eux. Et ça c'est top parce que d'autant plus pour des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, pouvoir proposer des solutions comme ça à distance, ça fluidifie énormément en fait l'échange et ça leur permet de se faire un avis très rapidement, très facilement. Disons que le propre des startups, c'est de s'adapter aux situations, c'est une agilité, une souplesse qu'il faut avoir. Est-ce que dans les démarches de co-conception, est-ce qu'il y a eu aussi justement des bousculements par rapport à cette période et comment vous avez fait pour... De mars à juin 2020, tout a été arrêté dans l'hôpital des 15-20. Donc toutes les études cliniques ont été arrêtées. Donc comme la force de Streetlab, c'est de travailler en co-conception aussi avec les malades et les utilisateurs. Donc il y a eu un coup d'arrêt de 3 mois. Ça ne nous a pas empêché de continuer à développer les tests sur le plan ingénierie et de travailler avec les industriels. Et dès qu'on a pu reprendre l'activité, dès le mois de juillet, on a pu reprendre... C'était beaucoup plus lent que 2019, où on pouvait quand même reprendre un rythme d'échange avec les patients. Et après, ce qu'on a fait, comme on était un centre de soins, on avait l'autorisation d'avoir des dérogations, des attestations. Donc les personnes pouvaient quand même se déplacer à l'hôpital dans le cadre de leur parcours de soins et venir travailler chez Streetlab. Donc on a pu s'adapter assez facilement à partir de juin 2020. Alors j'imagine que pour vous aussi, en plus vous êtes une entreprise adaptée dans l'événementiel et la communication. J'imagine que cette crise-là vous a beaucoup impacté et que ça fait plaisir aujourd'hui sans doute de revoir tout le monde au travail. Comment vous l'avez vécu cette période-là et comment vous avez fait pour vous adapter? C'est vrai que ça fait plaisir d'être dans un salon comme ça, qui est un des premiers à se refaire. Oui, alors nous, on est dans l'événementiel, donc au mois de mars l'année dernière, en une semaine, on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Voilà, on était en pleine accélération. Donc ça a été la sidération complète. Et donc moi j'ai capitalisé sur 2 choses. D'abord l'équipe, l'humain. Mon premier défi c'était de me dire je vais garder tout le monde, il n'y aura pas de licenciement. Parce que je considérais que voilà, il y a quand même un enjeu là dans cette crise, un enjeu social énorme. Deuxièmement, de continuer à connecter tout le monde. Tu disais que voilà, des visios, c'est vrai que les outils numériques nous ont permis de quand même continuer à nous voir. Moi j'incitais à
tous les collaborateurs à faire des réunions, à monter des projets. Et puis après, il y a un switch technologique. C'est que si on voulait continuer et redémarrer, il fallait qu'on bascule en digital, voilà, dans des événements qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et on s'est mis ce défi-là et en 3 mois, on a rebâti une offre complète et on a revu notre développement commercial. Là, on est en train de finir de former les équipes et on a redémarré. Voilà. Et donc notre métier, il a changé à 100% en 3 mois. On ne fait plus en ce moment que des événements hybrides ou digitaux. Et je pense qu'il y a quelque chose, un truc qui nous a permis ça, c'est, vous parlez de la résilience tout à l'heure. Je pense qu'intrinsèquement, dans une entreprise adaptée, il y a certainement ça, qui est lié peut-être certainement au handicap des personnes qui ne lâchent jamais, voilà, ou qui lâchent moins que les autres peut-être. Et ça donne une force supplémentaire et pour un dirigeant, ça donne une ambition supplémentaire, quoi. Voilà. C'est quelque chose qu'on a dû tous ressentir effectivement parce que dès lors où on travaille dans le handicap et dans l'innovation, il y a forcément à un moment donné une histoire soit personnelle, soit une histoire empirique qui nous lie à cela. Et effectivement, j'imagine que c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui et heureux d'être là aujourd'hui. Je vais vous poser à tous et toutes une dernière question, la même. Juste savoir votre vision de la région Île-de-France d'ici 2030. Qu'est-ce que c'est une région Île-de-France inclusive? Comment elle est? Je vous en prie, William. Pour moi, ça a déjà démarré. Je pense que la région Île-de-France est quand même assez précurseur dans plein de domaines. Pour moi, l'inclusion, elle va dans les transports, dans l'éducation. C'est primordial et la région fait beaucoup et il y a encore beaucoup à faire. Et j'espère qu'on pourra inclure tout le monde dans des parcours d'éducation. Dans l'accompagnement pour le travail, pour la professionnalisation, pour toutes les entreprises adaptées mais entreprises classiques. Et également pour tout ce qui va être l'accès à la culture, l'accès aux événements, que toutes les personnes en situation de handicap puissent se sentir incluses dans un monde où la différence finalement, pour elles, elle n'existerait plus et pourrait aller partout en Île-de-France en 2030 j'espère, et qui pourraient vivre comme tout le monde sans avoir des barrières et des difficultés. Merci. Et pour vous, Grégoire? La région Île-de-France, moi je souhaite qu'elle continue ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire par exemple le programme de l'accélérateur HEC dans lequel nous faisons partie tous les deux, qui est un formidable accélérateur d'innovation et de développement. Et puis je pense qu'effectivement ce rôle de catalyseur de l'inclusion, c'est-à-dire faire qu'une personne soit libre de se faire son parcours professionnel de A à Z, des études, parce que les personnes en situation de handicap sont souvent insuffisamment formées, donc de la formation jusqu'à la fin de vie professionnelle, on a un parcours qui soit le même possible qu'une personne valide. Voilà. Merci beaucoup. Emmanuel, votre vision de la région Île-de-France totalement inclusive en 2030. Alors la région Île-de-France, c'est un territoire idéal pour l'expérimentation, parce que c'est une région jeune, donc on peut faire de l'habitat intergénérationnel pour mixer un peu les populations handicapées avec les populations valides, les aînés avec les jeunes. C'est un milieu hospitalier très riche, universitaire, pour faire de l'expérimentation évaluée directement par les patients. Donc je crois que c'est vraiment une région où on pourra expérimenter beaucoup de choses et avoir une société inclusive assez rapidement. Merci beaucoup. Vous notez la liste de courses de tout le monde en attendant. Noé? Alors pour compléter ce qui a été dit, effectivement j'espère que ça va continuer sur la dynamique actuelle où il y a effectivement une inclusion meilleure en meilleure, en particulier dans la région. Et j'espère aussi que les Jeux Olympiques vont permettre de faire un tremplin supplémentaire, un objectif supplémentaire à mi-parcours de 2030 pour réussir à avoir des vraies avancées en termes de mobilité, en termes d'inclusion de manière générale. Ça peut être un bon tremplin, donc j'espère que ça nous aidera aussi à parvenir à ces objectifs. En espérant que ça soit ouvert comme ça l'est aujourd'hui. Et je vous laisse du coup le mot de la fin, puisque vous représentez la région Île-de-France. Pour vous, la région Île-de-France d'ici 2030, comment elle sera de manière inclusive? Effectivement, je pense que l'enjeu de l'inclusion et le fait de le mettre au cœur, comme un enjeu au cœur de toutes les politiques publiques régionales, c'est évidemment ça me paraît incontournable surtout au vu du contexte et de tout ce que chacun a traversé. Donc je pense que c'est l'enjeu de l'inclusion à tous les stades de la vie du citoyen francilien. Donc c'est l'inclusion pour les jeunes, c'est l'accessibilité dans les lycées, comme je l'ai évoqué, c'est sur la formation, c'est de préparer l'accès à l'emploi, c'est aussi des enjeux de mobilité, parce qu'il y a aussi de l'inclusion territoriale. On sait bien qu'on est une région qui est marquée par des fractures importantes de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est que ça irrigue l'ensemble des politiques de développement économique,
de formation professionnelle, d'apprentissage, de transport. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde-là. J'ai été très heureux de l'animer et c'est très inspirant à chaque fois de voir toutes les formes que peuvent prendre l'innovation dans l'inclusion, les manières dont on peut insérer les personnes en situation de handicap dans l'emploi, les manières dont on peut leur permettre d'être libres de leur mouvement, les aider dans leur vie. Et c'est bon, ça encourage et j'espère que ça aura encouragé toutes les personnes qui ont suivi cette table ronde. Merci à tous pour votre présence. Bonne journée.